Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alain Durand, je suis directeur conseil chez Soprasteria Next et secrétaire général de l'Alumionera. Et je vais avoir le plaisir de co-animer cette session avec David Ziegler, vice-président Aerospace et Défense chez Dassault Systèmes. Donc avant de passer la parole à David et aux différents speakers, je vais juste vous expliquer le déroulé de cette session. Donc nous allons avoir une première partie de pitch où chacun des intervenants va avoir 8 minutes pour vous présenter son sujet. À l'issue de cette première partie qui va durer à peu près 1 heure, nous ferons une petite pause de 10 minutes et nous reviendrons sur scène pour une deuxième partie en mode table ronde et nous aurons 3 sujets que nous allons traiter en 10 minutes chacun. Et à la fin de cette partie table ronde, on pourra prendre des questions dans le public pour que vous puissiez aussi interagir avec nos différents intervenants. Donc David, je te passe la parole pour lancer du coup la session. Merci, merci Alain. David Ziegler, vice-président Aerospace and Defense pour Dassault Systèmes, ravi d'être là. Aujourd'hui, le thème qu'on a choisi, c'est l'espace et l'environnement. On sait tous que d'ici à 10 ans, il y aura 10 fois plus de satellites autour de notre Terre. Certains économistes ont prévu que la croissance du New Space atteindrait 1000 milliards de dollars en 2030, donc énormément de croissance. Mais en plus, l'espace a une vertu cardinale. Une vertu cardinale qui permet essentiellement d'être le seul endroit qui permet de voir la Terre et de percevoir notre environnement. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème de l'espace et de l'environnement. Et donc, pour commencer cette série de pitch, j'aimerais laisser la parole à Nicolas Schneider, ou Schneider en allemand, qui nous vient d'Airbus et en particulier de la division Blue Sky, division de prospection d'Airbus. Et Nicolas, je vais te laisser la parole pour nous parler d'une ferme solaire. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, effectivement, Nicolas Schneider. Alors, juste un petit point. C'est vrai que le département Blue Sky, c'est pas très connu. On n'est pas nombreux, on est des experts dans tous les domaines. Et en fait, on explore des technologies qui flirtent entre la science-fiction et la réalité. Ce sont des technologies qui ne sont pas encore regardées au sein d'Airbus, mais si, in fine, ils arrivent comme ça dans la société, ils ont un tel impact social qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Donc voilà, Blue Sky, c'est dédié à ça. Et par exemple, les fermes solaires est un sujet qu'on a voulu regarder. Alors, on peut se dire, Airbus, l'énergie, pourquoi? Déjà, on se veut à Airbus d'être un peu pionnier dans l'aérospatiale qui se veut un petit peu plus vertueuse d'un point de vue de l'environnement. Donc, travailler dans le domaine de l'énergie, ça offre aussi sur le chemin des portefeuilles de solutions qui peuvent nous permettre d'accéder à cet objectif. Ensuite, on a un objectif quand même à moyen terme qui est d'arriver à horizon 2050 d'être neutre en émissions de carbone. Bon, il faut être réaliste, la technologie à l'heure actuelle ne nous permet pas de satisfaire à cette ambition, donc pour plein de raisons. Donc voilà aussi pourquoi on regarde un peu le secteur de l'énergie. Et aussi le dernier, je pense que tout le monde le connaît, il y a des tensions géopolitiques qui commencent à émerger, il y a des besoins d'indépendance en énergie qui deviennent de plus en plus fortes, c'est une des raisons supplémentaires. Donc je vais continuer avec une petite vidéo qui présente le projet et la vision.
Voilà, donc c'est pas qu'une vidéo, hein, on a construit un vrai démonstrateur physique en Allemagne pour démontrer la faisabilité de cette technologie vraiment de A à Z. Donc, si on revient un petit peu sur la vision globale, déjà, c'est du transfert d'énergie par onde électromagnétique. Donc, déjà, ça peut servir dans un concept sol-sol. Donc, comment on peut transférer de l'énergie d'un point A à un point B au sol. Donc, il peut y avoir une multitude de cas d'application, que ce soit des zones sinistrées, des endroits difficilement accessibles. On peut imaginer ensuite d'avoir une liaison sol-air, où du sol, on est capable d'alimenter en énergie un ballon sonde, un avion, n'importe quelle aérostructure. Ensuite, on peut imaginer le concept avec un réseau d'énergie, avec un système sol-air-sol, où dans ce cas, le système en l'air servirait de nœud à un réseau d'énergie beaucoup plus vaste. Et enfin, une vision vraiment long terme de la ferme solaire, qui est de capter l'énergie du soleil, qui est bien plus efficace que de la capter au sol, et de transférer cette énergie au sol directement avec des relais en l'air pour créer un réseau d'énergie. Elon Musk a créé Starlink avec son réseau de télécommunications. On peut imaginer dans un futur d'avoir un réseau d'énergie de la même manière. Alors, il y a quand même des études qui ont été faites pour valider le concept et ne pas partir dans des recherches et dans des explorations où on saurait pertinemment que le coût est tellement dérisoire qu'il devient inaccessible. Et ce n'est pas le cas du tout. En fait, construire une station spatiale solaire équivaudrait, en fait, en termes de coût à l'euro au mégawatt-heure, à peu près équivalent ou comparable aux grands projets énergétiques, que ce soit nucléaire ou alors avec du fioul. Alors ça, c'est des images du démonstrateur qui a été construit. Donc l'idée était d'avoir parce que ça s'est déjà fait hein, depuis longtemps, c'est pas une technologie nouvelle, mais par contre ça n'avait jamais été fait, toute la chaîne n'avait pas été faite en entière. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'était capter l'énergie par des panneaux solaires qu'on avait disposés à l'extérieur du bâtiment. C'était de transformer cette énergie solaire en ondes électromagnétiques grâce à une antenne. 36 mètres plus loin, on avait positionné une seconde antenne réceptrice qui récupère l'onde électromagnétique, qui la retransforme en électricité. Tout ça pour alimenter... alors, ce qu'on avait construit, c'était une mini-city, comme vous voyez en bas à gauche, pour fabriquer de l'hydrogène, parce que c'est un des cas d'application premier, qui est de dire est-ce qu'on est capable de fabriquer de l'hydrogène complètement verte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et un frigo avec des bières, parce que c'était l'Oktoberfest, donc il fallait un petit clin d'œil. Alors, suite à ça, c'est vrai que c'est un démonstrateur qui a attiré beaucoup de personnes. Donc, on a eu beaucoup de publicité en Europe. La BBC est venue filmer en direct le démonstrateur. France 2, etc. Donc ça a eu vraiment un impact de communication très important. Voilà. Et disons que dans la roadmap, qui amène à cette vision globale de ferme solaire, il faut savoir qu'on rentre dans un énorme projet. Donc on ne travaille pas directement sur l'alimentation à distance au gigawatt avec une orbite géostationnaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de briques technologiques à construire d'ici là. Il peut y avoir des showstoppers ou pas, mais disons que sur le chemin vers cette ambition et cette vision, il y a tellement de cas d'application qui peuvent être mis en œuvre que voilà, on s'est dit que ça valait le coup de tenter l'aventure. Donc, bien sûr, ça nécessite des collaborations avec des régulateurs extérieurs, des instances pas seulement nationales mais internationales, de collaborer avec des énergéticiens. Airbus ne va pas tout faire, c'est impossible. Donc on travaille déjà avec Total Energy, avec Siemens Energy et bien sûr des startups. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est une aventure collective et non pas un projet individuel Airbus. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle pour continuer cette aventure,
on a un projet maintenant qui s'est monté en fait pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes de distance sur cette technologie. Donc c'est un projet, il s'appelle Zeus, et l'idée là c'est de mettre les antennes sur un ballon sonde et de voir si on est capable de transférer l'énergie du ballon sonde au sol. Donc voilà, on scale complètement le démonstrateur de 36 mètres. Il y a plein de défis technologiques à relever, que ce soit en panneaux solaires, que ce soit en antenne, que ce soit en intelligence artificielle pour de l'optimisation, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Et bien sûr, le programme Solaris, je pense que vous connaissez, qui est d'actualité. Les collaborations avec Total Energy, avec Bouygues, avec l'OTAN. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une collaboration et des partenariats qui sont en train de se créer autour de ces technologies. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour ce premier pitch qui nous met directement dans l'ambiance et avec ce film que personnellement j'ai trouvé assez impactant. Donc on va passer maintenant la parole à Gilles Bergametti, qui est directeur de recherche au CNRS, au LISA, donc le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Il est également président du comité des programmes scientifiques du CNES et il va nous parler de la contribution de la communauté scientifique française à l'espace et à l'environnement. À toi Gilles. Merci. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter assez rapidement, c'est les recherches qui sont menées, alors à la fois en sciences de la Terre, volontairement au singulier, je pourrais y revenir au besoin, et en matière d'environnement, en essayant de vous montrer que les enjeux de connaissances qui sont liés aux sciences de la Terre sont directement liés aux enjeux de société qui sont posés par les questions d'environnement, et qu'à l'inverse, ces questions de société, elles prioritisent de façon très forte les choix qu'on fait en matière d'enjeux de connaissances. Voilà. Alors, si je suis un petit peu plus concret, c'est quoi les enjeux de connaissances? Alors, dans le domaine scientifique, en sciences de la Terre, les évolutions majeures qu'on a eues au cours des 10 dernières années, c'est un passage assez fort d'une approche analytique qui était essentiellement par milieu, on étudiait l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales, vers une approche qui est plus systémique, pour prendre en compte notamment les rétroactions. Et ça influe beaucoup la façon dont on travaille, dont on observe les besoins qui sont les nôtres, parce que ça veut dire qu'on va travailler sur des cycles, on va avoir besoin d'intégrer un certain nombre de données, et on va surtout avoir besoin d'investiguer des domaines qu'on a abandonnés pendant certains temps, qui sont les interfaces, parce que les interfaces, c'est pas juste des boulons entre les milieux, c'est des endroits où il se passe des processus particuliers. Je prends un exemple stupide, un estuaire, c'est pas la chimie d'une rivière et c'est pas la chimie de l'océan. Et puis de l'autre côté, on a évidemment des enjeux qui sont posés en matière de surveillance et gestion de l'environnement, alors qui sont de nature différente, des changements globaux. Le cas typique, c'est le changement climatique. Des questions qui sont liées à la prévention des risques, c'est une autre nature de questionnement. Et puis tout ce qui va concerner la gestion des ressources, incluant la biodiversité. Alors, comment c'est organisé aujourd'hui en termes de programmes et de missions? Alors, on a d'un côté, alors ça va être un peu caricatural, mais vu le temps, je ne peux pas faire autrement. D'un côté, plutôt ce qui va concerner des aspects liés aux ressources et au changement climatique, avec une très très forte priorité mise ces dernières années sur le cycle de l'eau et le cycle du carbone, qui ont été abordés en essayant de documenter à la fois les sources et les puits. C'est le cas pour le carbone avec des missions sur le CO2 et sur le méthane, ou sur l'eau, évidemment, au travers de tout ce qui va concerner les précipitations, avec des attentions particulières au système convectif qu'on ne maîtrise pas du tout. Et puis, on a également essayé de documenter les stocks. C'est tout aussi important que les sources et les puits. C'est le cas sur le carbone d'une mission comme biomasse qui va caractériser la masse de végétation hors sol. Et puis, sur les précipitations, au niveau sur le cycle de l'eau, au niveau de, par exemple, l'humidité des sols. Et puis, il y a tout ce qui va concerner la dynamique à l'intérieur de ces cycles qui doit également être documenté. Sur les eaux continentales, c'est par exemple le suivi du niveau des lacs et des rivières, voire des ressources profondes par des méthodes de gravimétrie, ou au niveau du cycle du carbone sur des approches qui concernent le suivi de la dynamique de la végétation. Et puis de l'autre côté, on a tout un ensemble de missions qui adressent plutôt ce qu'on pourrait appeler des risques, que ce soit des risques liés à la pollution avec des mesures de gaz trace
et des mesures de particules ou des risques météorologiques, évidemment, c'est le job de base de la météo. Derrière, on a tout ce qui concerne les ressources, notamment à partir des techniques classiques de terre solide, que ce soit la gravimétrie, le géomagnétisme ou la géodésie. Et puis en océanographie, on a toujours les mesures classiques d'altimétrie pour suivre le niveau de la mer, mais l'évolution majeure, ça a été d'avoir des missions qui commencent à coupler assez fortement océan-atmosphère. C'est le cas de la mission CFOSAT qui couple les vagues avec le vent, et de la mission Odyssée qui a pour objectif à terme d'étudier les courants de surface. Alors, on retrouve une organisation un peu du même type que celle que j'ai mentionnée entre enjeux de connaissances et enjeux plus applicatifs, plus opérationnels au niveau européen, avec d'un côté des programmes de sciences qui visent à développer des missions qui sont des missions innovantes, soit pour de nouvelles observables, soit pour faire des sauts quantiques sur des observables qu'on connaît. C'est le cas des programmes Earth Explorer ou Futureo. Et puis de l'autre côté, des programmes plus opérationnels, comme Copernicus et Metsat, qui visent à assurer dans la durée le suivi d'un certain nombre de variables qui sont des variables clés pour l'environnement. On a aujourd'hui, par exemple, sur Copernicus, une bonne dizaine de satellites qui sont en opération et on pense qu'il y en aura encore une bonne dizaine de plus d'ici quelques années. Et ça permet de couvrir dans la durée des variables qui sont clés et dont les évolutions sont lentes. Donc on a besoin d'avoir sur un système bruité des continuités de mesure de ce type-là. Alors maintenant, si je reviens au challenge, et là, ça va rejoindre notamment ce que le New Space peut être en mesure d'apporter dans ce domaine-là. Alors on a évidemment 3 priorités majeures. La continuité des mesures dont je viens de parler, qui est en grande partie assurée par les programmes type Copernicus. Et puis 2 challenges beaucoup plus critiques qui concernent et qui sont liés en fait au changement de thématique que j'ai mentionné. On a besoin d'accroître la précision, la résolution spatiale et la revisite, notamment parce qu'on s'intéresse à des interfaces qui sont des objets plus petits, parce qu'on s'intéresse à des phénomènes intermittents dont on a montré l'importance à grande échelle, et ça nécessite de la revisite beaucoup plus forte. Et puis, le dernier point, et j'y insisterai encore sur la planche d'après, qui est pour moi essentiel, c'est que les satellites, c'est un outil essentiel pour aider à comprendre l'environnement, mais ils ne portent pas toute l'information. Et on a besoin notamment de coupler les informations de ces satellites avec des données in situ qui généralement sont ponctuelles mais plus précises et des modèles qui ont une vocation explicative. L'observation en elle-même n'a pas de vocation explicative, il lui faut un support. Le challenge sur les données, c'est vraiment un changement très important et je pense que là-dessus, il y a vraiment une contribution forte qui peut être apportée par tout un ensemble d'acteurs. On est confronté à des problèmes de volume de données monstrueux. On veut plus de précision, on veut plus de revisite, on veut plus de résolution spatiale. Forcément, ça génère de la donnée, ça nécessite du traitement à bord, ça nécessite de s'interroger sur le transfert, ça nécessite de s'interroger sur le stockage de ces données et ça nécessite de s'interroger sur comment on va faire le transfert entre les centres de données et les centres de calcul. Des problèmes de complexité. Alors j'aime beaucoup l'image de l'oignon en fait. Aujourd'hui, on cherche des signaux de plus en plus faibles et donc ça suppose d'éplucher les couches d'oignon pour enlever les gros signaux, pour retrouver finalement le signal qu'on cherche. Et ça nécessite des méthodes qui sont des méthodes de plus en plus sophistiquées pour lesquelles on n'est pas forcément armé dans la communauté qui est classiquement celle impliquée dans le spatial. On a sans doute besoin de l'apport de compétences en matière de traitement numérique. Et puis tout ce qui concerne l'hybridation, je disais, il faut pour ressortir l'information, il ne faut pas oublier en fait que le spatial, il nous fournit une observation, en gros souvent un rayonnement. Puis il y a un premier niveau de transformation qui est de transformer cette observation en une donnée géophysique, n'importe quoi, la température. Et en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est l'information finale qui va résulter de tout ça. Et ça nécessite de combiner souvent ces données entre elles. Et c'est compliqué parce que des données au sol, ça n'a pas la même couverture, pas la même résolution spatiale que des données spatiales. Et les modèles qui vont être derrière pour essayer de les interpréter, c'est encore d'autres problèmes. Donc il y a des travaux à développer très importants sur la combinaison de ces données. Et juste pour insister là-dessus, je ne crois pas personnellement que la plus-value, elle est dans l'utilisation des données qui sont en libre service directement. La plus-value, elle est forcément dans la capacité qu'on aura
à ajouter à ces données qui sont disponibles pour tout le monde une spécificité particulière qui est liée à la façon dont on les aura traitées et combinées avec d'autres données pour fournir une information qui est d'un niveau supérieur. Voilà, donc pour conclure, en gros, pour faire court, hein, je dirais il y a un lien direct entre la science et la gestion de l'environnement, aussi bien sur la partie, disons, instrument, que sur la partie traitement. Et puis, il y a dans ces challenges que j'ai évoqués, à la fois sur les revisites temporelles et spatiales, et sur le traitement des données, des domaines où le New Space doit pouvoir jouer un rôle majeur en matière de contribution à la science. Merci. Merci, merci Gilles pour nous avoir démontré assez clairement l'impact de la science dans le domaine de l'observation terrestre. On va rester dans le domaine de l'observation de la Terre avec Frédéric Retard qui a mis en place et qui est responsable de l'Observatoire du climat au sein du CNES. L'Observatoire du climat, je pense que c'est un projet de dimension internationale. Mais je laisse Frédéric vous en dire plus. Frédéric. Oui, merci. Alors, je vais vous présenter l'Observatoire spatial du climat. J'utiliserai beaucoup son petit nom, le SCO, qui sera l'acronyme du Space for Climate Observatory. Alors, pourquoi? Parce que le SCO, c'est une alliance internationale, d'abord. Aujourd'hui, il y a 42 signataires de notre charte internationale, avec des très grandes agences spatiales, aux États-Unis, en Inde, en Chine, et puis des plus petites, et également des agences onusiennes. On a 3 agences onusiennes avec nous, l'UNOSA qui s'occupe des agences spatiales, des affaires spatiales, pardon, l'UNEP qui est le programme pour l'environnement, et puis le programme du développement, UNDP à New York. Donc toutes ces agences en fait sont très importantes pour nous puisque ça structure le cadre dans lequel eh bien, nous allons pouvoir évoquer le spatial et montrer à quel point les outils que l'on peut développer sont utiles pour traiter le changement climatique. Alors effectivement, je vais plutôt vous parler du changement climatique et de l'outillage que l'on peut mettre en œuvre aujourd'hui et développer pour traiter un certain nombre de problèmes, ou en tout cas apporter des solutions, des informations à des décideurs à une échelle assez locale. Bien. Voilà. Alors, le SCO, c'est également, effectivement, vous le mentionnez, une affaire diplomatique. Nous évoluons dans des organisations de haut niveau. On a bien travaillé, je dirais, au CNES et également en France et à l'international, ce qui nous permet eh bien, de peser dans des discussions assez haut niveau dans le cadre de notre diplomatie française, de la diplomatie climatique. Faire partie du SCO, c'est également pouvoir être valorisé dans ce type d'instance et avec des conférences, notamment à l'ONU, pas plus tard que la semaine dernière. Il y avait 2 conférences, une à Vienne et une à Graz, où nous avons pu montrer tout ce que l'on peut faire dans cette boîte à outils du SCO. Bien, au-delà de cet aspect très macroscopique, le SCO, c'est un ensemble de projets. Des démonstrateurs, des super démonstrateurs, des services opérationnels. On fait le lien entre de l'algorithmique qui provient des laboratoires scientifiques jusqu'à l'utilisateur final, un décideur, une entreprise qui va pouvoir utiliser ces outils pour récupérer de l'information et entrer dans un processus de décision. Alors l'originalité de ces projets du SCO, toute son originalité, c'est bien d'utiliser en entrée des données satellites hybridées avec d'autres types de données, Gilles en parlait tout à l'heure, de développer ou de valoriser une algorithmie. Alors on entend du machine learning aujourd'hui, mais tout type d'algorithme, pour, au sein d'un sprint de 2 ans à peu près, un petit peu plus de 2 ans parfois, eh bien, avoir en sortie un service climatique opérationnel qui peut être un prototype, qui peut être un service climatique porté par une entreprise, on va le voir, avec un fort contenu technologique et scientifique et associé des consortiums publics et privés. Alors, le consortium, justement, est très important dans notre montage puisque l'on va demander a priori qu'une équipe se forme, qu'un consortium se forme entre un laboratoire ou plusieurs laboratoires scientifiques, français ou internationaux,
un porteur de service qui peut être public de moins en moins aujourd'hui ou privé, un prestataire de service, des startups, des plus grandes entreprises, et également un utilisateur ou plusieurs utilisateurs finaux qui peuvent être des municipalités, des entreprises qui vont aider à co-designer le produit. Bien, alors un projet SCO a un certain nombre de critères à suivre, c'est le cadre, et ces critères vont être jugés dans le cadre d'un appel à projet, je vais en parler. Bien, aujourd'hui notre portefeuille de projets SCO est assez important, hein. Il y a à peu près 70 projets répartis partout dans le monde. Beaucoup sont sur le territoire français, sur des thématiques très variées qui sont liées au changement climatique et à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation des territoires de manière générale au changement climatique, des problématiques liées à l'agriculture, à la biodiversité, aux feux de forêt, tout ce qui concerne les zones côtières, érosion côtière, submersion marine, gestion des eaux, hein, des inondations, alerte précoce d'événements hydrométéorologiques, toutes les problématiques qui concernent les zones urbaines, etc., etc. Sur le territoire français métropolitain, mais également un peu partout dans le monde, et je salue d'ailleurs notre partenaire qui est un de nos partenaires scientifiques français, hein, qui est l'Institut de recherche pour le développement, où de nombreux chercheurs en poste dans les pays en question eh bien, ont des liens très privilégiés avec les autorités locales et les problématiques locales, plus une appétence particulière pour l'utilisation de données spatiales et leur valorisation. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que c'était un accélérateur. Le SCO est encore dans ses vertes années, hein. Nous sommes à peu près à la 5e année, mais on va dire à la 2e année de notre charte internationale. Eh bien, nous avons déjà une vingtaine de projets qui sont terminés, puisque les premiers ont commencé en 2020. On n'est pas parti de rien, bien entendu, mais nous avons catalysé un ensemble d'initiatives qui pouvaient exister par ailleurs. Aujourd'hui, il y a 2 typologies de projets qui sortent de notre portefeuille. Les premiers, vous les voyez en vert, sont plutôt issus de la recherche. On est dans la valorisation de la recherche, on en parlait avec Gilles tout à l'heure, des chercheurs, de l'IRD, du CNRS, de tous nos organismes de R&D français, eh bien, vont aller valoriser une méthodologie et mettre en ligne, hein, ce sont des vrais outils, vous pouvez aller, en tout cas sur les plateformes vertes, c'est librement consultable sur Internet. La chose est faite pour être facilement compréhensible, puisque ça a été fait avec des utilisateurs, mais ce qu'il y a derrière est assez complexe, vous pouvez vous en douter. Et puis nous avons un deuxième pan particulièrement intéressant pour ici, ce sont des services qui sont portés par des entreprises. Vous voyez, nous avons des projets sur des littoraux, Lithoscope c'est l'entreprise CLS, je ne vais pas tous les citer bien entendu, Space for Eric c'est une entreprise petite, d'ailleurs une start-up qui s'appelle Meos, Gad l'appli c'est Predict Service, etc. Taataï, ça se passe en Polynésie française et bientôt sur tout le Pacifique, porté par une entreprise qui s'appelle Bluesham, etc., etc. Donc nous avons vraiment ces 2 volets de valorisation scientifique à vocation universelle, on va dire ça comme ça, et des services avec un modèle économique qui va assurer une forme de pérennité sur ce service. Bien. Voilà, j'avais mis quelques entreprises hein, qui font partie de nos projets. Le plus important, et pour conclure, c'est qu'un nouvel appel à projet est ouvert depuis le début septembre. Il se terminera le 17 novembre. Toutes les modalités de candidature sont sur notre site internet, spaceforclimateobservatory.org. Et vous pourrez également participer à un webinaire de présentation le 28 septembre et un autre le 19 octobre où je présenterai cet appel à projet, mais également les sources de données satellites, notre portail français Dynamis. Et pour faire le lien avec, on va dire, le New Space, l'originalité de cette année va être de donner la parole à de 2 entreprises, hein, Loft Orbital et Prométhée, dans ces webinaires qui vont nous proposer eh bien, cette nouvelle configuration, nouvelle proposition de données satellites qui pourront compléter eh bien, des problématiques qui vont émaner de nos projets. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric pour cette présentation du SCO et pour le petit rappel sur le calendrier pour les réponses à appel à projet si certains d'entre vous veulent
veulent se lancer. Donc maintenant, je vais appeler Marie-Catherine Lejarre, qui est responsable espace au GIFAS, qu'elle a intégré en 2020, après avoir passé une quinzaine d'années dans l'industrie et avoir fait un passage par le ministère de l'économie également. Et Marie-Catherine va nous parler de l'initiative Space Earth. Merci beaucoup. Alors j'attends la présentation. Donc tout d'abord, je vais me permettre de vous présenter un peu ce qu'est le GIFAS avant de vous expliquer Space Earth Initiative. Voilà. Donc le GIFAS, donc un groupement professionnel au service de l'industrie française aéronautique, spatiale et de défense. Donc aujourd'hui, ça représente 452 membres exactement, avec des maîtres d'œuvre, des systémiers, des PME et des startups, puisque nous avons lancé depuis un peu plus d'1 an le programme Starter. Et je crois que toutes les startups que j'ai vues ce matin font partie de ce programme. Et donc le GIFAS couvre tout un tas de domaines, donc que ce soit la construction des aéronefs, des hélicoptères, des moteurs, tout un tas d'équipements, missiles, drones, jusqu'aux justement lanceurs spatiaux, satellites et systèmes de défense. C'est aujourd'hui, en 2022, 62,7 milliards de chiffre d'affaires. Le spatial en représente à peu près 10% en non consolidé. 65,8 milliards de commandes, 83% de chiffre d'affaires à l'exportation. Et on exporte évidemment beaucoup de satellites. Le premier excédent commercial français, une industrie duale, donc 69% de civils et 31% de défense, c'est aussi vrai évidemment pour le spatial. Des investissements d'envergure sur le sol français, donc une R&D à 10,6% du chiffre d'affaires, 195 000 emplois directs en France et 18 000 recrutements qui ont été effectués en 2022, notamment sur la filière aéronautique. Et pour ce qui est du spatial, on est à peu près sur 20 000 emplois au niveau du secteur France. Voilà pour ce qui est du GIFAS. Et maintenant, donc, je voudrais vous parler d'une démarche qu'on a initiée en 2021, fin 2021, avec un certain nombre de nos membres, qui est Space Earth Initiative, et qui a pour but de montrer au grand public, aux non-initiés, combien le spatial a des bénéfices sur Terre. Donc, nos objectifs étaient de faire du spatial donc, un enjeu public, de porter un modèle européen de l'espace au service des citoyens et de l'environnement. Donc, ça tombe bien, c'est le thème de la table ronde qui va suivre juste après. Être inclusif dans une période de mutation du secteur spatial, donc dans un cadre justement d'émergence de cette nouvelle ère du spatial qu'on appelle le New Space. Et valoriser bien évidemment l'excellence de la filière française et européenne. Donc on a parlé effectivement de données d'observation, d'applications de protection de l'environnement, mais derrière tout ça, il y a des industriels, il y a des entreprises, il y a des salariés qui conçoivent et fabriquent des équipements. Notre collectif, donc aujourd'hui, c'est à peu près 30 membres, dont les grands maîtres d'œuvre, mais aussi voilà, des startups, des petites PME qui contribuent à cet élan. On a donc une identité sur le web avec des réseaux sociaux. Donc on est présent sur les 4 principaux réseaux sociaux. Et on a proposé une vision qui est très inclusive. Donc tout ça est disponible sur le site internet Space Earth Initiative, avec 4 ambitions et 10 propositions, 10 engagements qui se veulent rassembleurs pour la filière. Notre communication s'articule autour de 4 thématiques, dont 2 sont exactement dans le sujet du jour. La première, c'est l'agriculture passe par l'espace, pour montrer combien on arrive à une agriculture raisonnée grâce aux moyens spatiaux, pas que, mais ils peuvent y contribuer beaucoup.
Le deuxième, le sujet qu'on a déjà évoqué, la lutte contre le dérèglement climatique passe par l'espace. Donc évidemment, et depuis des décennies, les satellites ont permis de mettre en évidence les paramètres, le changement climatique et les paramètres d'évolution de ce changement. Et deux autres sujets qui sont moins dans notre thématique du jour, mais qui sont plus sur l'aspect justement dual que j'évoquais tout à l'heure. Donc la sécurité passe par l'espace. Le satellite est un moyen important pour les militaires, pour évoluer sur des terrains d'opération par exemple, un moyen de renseignement. Et enfin, la dernière, c'est le numérique. Grâce aux satellites de télécommunication, mais également aux satellites de navigation, on a une vie quotidienne, on va dire, facilitée, puisqu'on peut se déplacer librement avec des solutions intégrant à la fois GPS, Galileo. On peut maintenant, via l'iPhone 14, lancer des SOS si on est perdu au fin fond de la montagne pour avoir des secours. On est capable, en pleine campagne, voilà, d'avoir des flux vidéo, etc. Voilà. Donc, c'est les quatre grandes thématiques que nous avons choisies et que nous illustrons au travers de nos réseaux en faisant participer nos adhérents. Et on va aussi parfois, notamment au Salon du Bourget, on a été chez chacun de nos adhérents pour pouvoir organiser des films qu'on va publier ensuite sur ces réseaux. Alors, je vais maintenant parler des propositions sur lesquelles on encourage nos signataires à s'engager. Donc, il y a 4 grands axes. L'un qui est renforcer le modèle européen d'un espace au service des citoyens et du climat. Et évidemment, la première proposition, c'est de maintenir l'Europe en leader dans tout ce qui est fourniture de données d'observation du climat et de gestion des risques climatiques. Le deuxième axe, c'est contribuer dans la durée à la souveraineté française et européenne. Et là, par exemple, on s'engage, et on le fait déjà, à fournir des solutions pour la surveillance de l'espace, pour continuer de pouvoir opérer les satellites en toute sécurité. Le troisième axe, c'est conforter l'excellence et l'indépendance technologique européenne. Et donc on s'engage à travailler en partenariat avec l'écosystème, à la fois la partie recherche et la partie start-up, pour pouvoir développer et maintenir cette excellence industrielle. Et le dernier point est développer les compétences au sein d'une filière solidaire. Donc là, on parle d'attractivité du spatial pour les jeunes étudiants. Donc ça nous a semblé un point extrêmement important, à un moment où le secteur se développe, notamment le New Space. Et on a besoin donc de recruter de jeunes étudiants pour partager cette belle aventure qu'est le spatial. Voilà, et je crois que j'ai terminé. Et je vous ai mis l'adresse du site, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, à nous contacter. Merci. Merci Marie-Catherine et merci au GIFAS pour son soutien aux startups en particulier, ce qui permet une transition assez facile sur, je crois, une de vos startups, une des premières startups. Je voudrais appeler sur scène Olivier qui va nous parler de Prométhée. Alors maintenant, Prométhée, c'est plus tout à fait une startup, c'est quand même une belle histoire, mais je te laisse la raconter. Merci beaucoup. Alors, et on va commencer par le film pour la régie, s'il vous plaît. "50 years ago,
we caught sight of Earth for the first time. A planet filled with environmental richness, wonders, beauty, and all the life it holds. A life we must fight to preserve. Just as a butterfly flapping its wings in Brazil could trigger a cyclone in India, the environmental degradation and demographic pressure threaten the future prosperity, security, and well-being of all humankind. The evidence is all around us. Floods, pollution, higher temperatures, mass migration, droughts. To anticipate, manage our resources, and ensure everyone's safety, we must observe, monitor, and protect our environment. Only a global vision relying on Earth observation data can provide local solutions to meet everyone's needs. Prometheus Earth Intelligence to give access to our own environmental governance, a sovereign service enabling your Earth observation leadership by tasking, monitoring, and providing full access to space data. By offering a global monitoring intelligence that responds to local environmental crises, Prometheus Earth Observation will inform and generate tailor-made, highly sustainable alternatives. Observe climatic phenomena, protect water resources, optimize infrastructures, prevent the outbreak of pandemic and infectious diseases, monitor plants, wildlife, and human activities, identify new opportunities for sustainable growth to build realistic and economically viable solutions. For the future, for our future. Oui, alors avant toute présentation, j'aime bien passer ce film parce qu'il illustre vraiment notre raison d'être. Hein, notre mission, c'est vraiment de rendre ce monde plus sûr et plus durable. Je crois qu'il est évident pour tous les gens ici, c'est une réalité acceptée. L'activité humaine impacte le climat et chaque année, les catastrophes liées justement au dérèglement climatique augmentent et en fréquence et en intensité. Alors vendredi, j'étais en Grèce où les inondations avaient provoqué, donc, à partir de la tempête Daniel, des dégâts énormes. Hein. Toutes les routes, les trains étaient arrêtés. Et c'était intéressant parce que le Premier ministre Mitsotakis avait demandé à tout son gouvernement de venir à Thessalonique et tout le monde a dû venir en avion pour cette raison-là. Et il a présenté le plan Aegis, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros pour justement, au niveau de la sécurité civile, lutter contre le dérèglement climatique. Je vous rappelle quand même que cette tempête a continué en Libye. Aderna a fait plus de 10 000 morts. On en parle un peu moins que le Maroc, mais c'est une vraie catastrophe. En particulier, ça a peut-être été noté par certains d'entre vous, le grand programme grec avec l'ESA de satellites de communication, il y a une décision, ils viennent de choisir et de passer à un programme d'observation de la Terre, tout étant lié. Voilà, on voit vraiment cet impact de cette situation. Alors bon, avec le spatial, c'est cette planche, on n'a pas besoin de longs discours. Hein. On a une vision globale instantanée. En 2 photos, tout est dit. Avant l'inondation, après l'inondation. Alors si on prend la sécheresse, même constat. Hein, de nouveau, les images parlent d'elles-mêmes. On peut mesurer, caractériser la situation. Bon, j'aime bien ces chiffres. En les 30 prochaines années, les dégâts liés à la sécheresse vont être multipliés par un facteur 3. Et la question même de l'assurabilité des risques est remise en question. Ça veut dire qu'il y a des municipalités qui ne pourront plus s'assurer dans les années à venir. Après, je crois que cet été, on peut dire que la planète a brûlé. Hein, donc j'ai noté Finlande, Turquie, Grèce, et ça va jusqu'en Sibérie. Donc la Sibérie, il faisait 37 degrés en Sibérie, il y a eu des grands incendies en Sibérie. Ça veut dire que chaque année, le nombre d'hectares brûlés
augmente de plus en plus avec les conséquences sur la végétation et le biotope en général. Il est clair que détecter les départs de feu le plus rapidement possible, c'est fondamental. Aujourd'hui, il faut parfois 2 à 3 jours pour détecter le départ. Et quand on arrive, c'est déjà la catastrophe. Si on peut le détecter en moins d'1 heure, c'est une situation qui change les dégâts et le nombre de victimes. Et même quand on attaque l'incendie, pouvoir le suivre les fronts de flammes, permet aussi de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Excusez-moi. Alors quand on prend la sécheresse, les incendies et les inondations, eh ben on arrive, l'inondation avec les terres qui sont emportées, eh ben c'est les forêts qui commencent à disparaître. Et les forêts, c'est la séquestration du carbone. La France recule, sa capacité de séquestrer le carbone recule chaque année. J'ai trouvé des cartes à Meudon, même quand on regarde Meudon, la valeur du capital carbone de Meudon a un petit peu baissé dernièrement. Donc c'est vraiment le satellite qui permet de surveiller, d'observer et de protéger la forêt, donc la séquestration du carbone, avec cet impact direct sur le climat. J'en arrive à Prométhée. Prométhée est le premier opérateur européen de constellation de nanosatellites qui va offrir du temps quasi réel. Ça veut dire qu'on va passer de temps de revisite de l'ordre de 3 jours à moins d'1 heure, à 45 minutes pour les images et pour des transmissions avec le satellite en moins de 15 minutes. C'est construire la plateforme satellitaire et les capteurs les plus modernes de sa génération. C'est amener, on en a parlé, l'intelligence à bord des satellites. C'est fondamental, surtout si on multiplie le nombre d'images et on augmente la réactivité. Donc c'est du edge computing. Et puis évidemment, au niveau du sol, c'est bâtir une plateforme agrégative intelligente. Ça a aussi été dit. C'est mélanger la donnée de la constellation, d'autres constellations in situ et créer vraiment de la donnée intelligente. Une donnée satellitaire tout seul résout peu. C'est vraiment cette agrégation qui change tout. Oui, et donc avec ça, on va avoir une capacité unique de vigilance de très très grande surface qu'on n'a pas. Et aussi sur, je dirais, les infras critiques, c'est des milliers de kilomètres, je pense à oléoducs, gazoducs et câbles Internet. Alors, le tout, c'était de mettre en place une roadmap qui répond à toute l'urgence. C'était le film et toutes les premières dias de cette présentation. Donc les softwares, donc la plateforme digitale V0 a déjà été vendue au ministère de l'Intérieur. Protométhée part de Vandenberg, Californie, le 1er novembre, donc dans 1 mois. Hyperméthée de l'hyperspectral suivra. Et puis, il y aura le démonstrateur Japetus qui a été financé par le CNES, c'est un bébé CNES, et le ministère de l'Économie. Une fois que ce démonstrateur est validé, c'est une constellation complète qui sera fabriquée, donc des services qu'on pourra délivrer à la France. Et on y travaille dans le cadre d'un projet France 2030. Donc on aura la constellation pour être les premiers, je répète, à offrir ces temps en quasi-temps réel. Alors c'est bien les ambitions, mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Aujourd'hui, on a ramené ce que j'appelle du cash consolidé, on arrive à 30 millions d'euros. Avec ces 30 millions d'euros, on est capable d'aller jusqu'à la construction des 3 satellites. Lundi prochain, il y a le kick-off avec une grande banque d'affaires française de notre phase C, de notre série C, pour lever 80 millions et avoir la constellation. France 2030 est fondamentale. On a fait un tour des différents ministères, on propose ces solutions et en effet gagner France 2030 est un levier extraordinaire pour l'extérieur et pour la levée de fonds. C'est vraiment, je pense, l'essence même de France 2030 qui est un programme extraordinaire. Voilà. Pour conclure, je crois que l'environnement est majeur, que nous proposons ici un système souverain, et je m'arrête une seconde sur le mot souverain, unique d'observation de la Terre en temps quasi réel, pour lutter contre ce dérèglement climatique. Et c'était mon introduction pour protéger les hommes et la planète. Merci.
Merci beaucoup Olivier pour cette présentation de Prométhée et on reviendra dans les tables rondes dans la deuxième partie sur l'aspect économique parce que c'est un point effectivement important à regarder. Donc j'appelle maintenant Erika Wolf. Erika est présidente et fondatrice de la société Wazehead qu'elle a créée après un parcours varié. Elle a notamment passé 16 ans au sein de différentes divisions du groupe Airbus où elle a commencé à intégrer des dimensions ESG dans les processus d'investissement. Et Erika va nous parler des enjeux de durabilité dans les New Space. À toi, Erika. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de durabilité et de New Space. Quand on parle de développement durable dans le secteur du New Space, on peut voir un petit peu 3 tendances ressortir quand on voit le positionnement des startups. Il y a celles qui vont travailler au service du développement durable sur Terre, donc des solutions comme Prométhée pour mieux surveiller l'évolution du climat, l'évolution des océans, la biodiversité. Il y a celles qui vont plutôt travailler sur l'intégration de la durabilité dans leur technologie, donc dans les moyens de propulsion et déplacement, en travaillant notamment sur tout ce qui est lanceurs réutilisables ou motorisation plus propre. Et puis, il y a le 3e segment, qui est celui que vous voyez au milieu, où on parle de start-up du New Space, qui sont plutôt au service du développement durable dans l'espace, parce que quand on parle de développement durable dans l'espace, on parle de tout ce qui est risque de collision et de débris, avec les risques de communication et de sécurité que ça peut représenter sur Terre. Et aujourd'hui, comme l'a mentionné David, on a un gros enjeu d'explosion du trafic spatial. Et donc, il y a des startups qui veillent à mieux gérer le trafic et éviter ces risques. Parce que quand on parle de durabilité en entreprise, on ne parle pas seulement de solutions qu'on apporte au travers des produits ou des services que l'on offre. Il n'y a pas de compensation quand on parle de développement durable, parce que toute solution nécessite d'exploiter des ressources, d'utiliser des matières. Et si on prend l'exemple des satellites, il y a des satellites effectivement qui vont être envoyés pour mieux surveiller la Terre, mieux limiter nos risques sur Terre. Mais si on envoie beaucoup de satellites comme il est prévu, il y a des impacts sur le dérèglement climatique, à savoir aujourd'hui qu'on n'a pas d'outils vraiment reconnus ou validés sur justement l'impact du spatial sur le dérèglement climatique. Alors effectivement, un lancement, ça ne sera pas beaucoup. Il y en a qui parlent d'un air-tour entre Paris et New York. Si on envisage des dizaines et des milliers de lancements, l'impact sera différent. Quand on parle de monter des panneaux solaires ou des batteries, on a besoin d'extraire des matières premières, du lithium, des minerais qui génèrent des pollutions. Alors on est bien content parce qu'aujourd'hui ces minerais sont plutôt extraits en Chine, mais il y a cette phase nécessaire de production qui ne peuvent pas être oubliées quand on parle de durabilité. C'est pour ça que quand on parle de durabilité en entreprise, l'idée c'est de se dire qu'on va se fixer des objectifs environnementaux, sociaux, économiques aussi et de gouvernance. Une entreprise a vocation à bien sûr être capable de générer du cash, être rentable et de faire vivre ses employés et la direction. Mais elle doit se fixer des objectifs qui vont au-delà de la pure performance financière. Elle le fait en lien avec ce qu'on appelle ses parties prenantes, ses clients, les villes dans lesquelles on est installé. Quand on parle d'un lancement d'un satellite, il peut y avoir des pollutions sonores, il y a de la création d'emplois, il y a des émissions qui peuvent être émises. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif, une trajectoire où on va mesurer ses impacts et on va être transparent justement sur cette performance qu'on appelle extra-financière. On parle beaucoup de RSE, développement durable, mais quand on regarde fondamentalement, c'est de reprendre un petit peu remettre un petit peu de bon sens dans la manière de développer les entreprises et d'agir en bon père de famille. Comme l'expliquait Olivier à juste titre, on voit que aujourd'hui, le contexte et le dérèglement climatique, les événements de plus en plus violents qu'on peut percevoir et voir malheureusement tous les mois, toutes les semaines et tous les jours, et malheureusement l'actualité récente le montre encore, il y a l'urgence à agir et les entreprises ont une responsabilité, quelle que soit leur taille. Il y a cette dimension, j'ai envie de dire, qui relève purement de la conviction personnelle en disant que chacun a sa part à jouer. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on voit que pour toutes les entreprises, de prendre le sujet du développement durable, de la durabilité au cœur de sa stratégie, est une véritable license to operate. Pourquoi ? Déjà, parce qu'au niveau réglementaire, on voit que quelle que soit la taille des entreprises, il y a des obligations de transparence justement sur la mesure de la performance extra-financière qui s'impose aux entreprises. Et ce, quelle que soit la taille des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a les grosses qui sont touchées depuis longtemps, qui devaient monter un petit peu patte blanche, mais on va dire qu'il n'y avait pas forcément de règles et de standards et chacun racontait un peu son histoire. Aujourd'hui,
il y a des seuils qui exigent que les entreprises rendent des comptes sur leurs performances extra-financières qui sont rabaissées à partir de 250 salariés, et avec des indicateurs et des outils de mesure qui sont communs, qui vont permettre les entreprises d'être comparées les unes par rapport aux autres dans un même secteur. Cette réglementation, elle commence à entrer en vigueur à partir de cette année, en train de s'accélérer, puisque cette réglementation, elle est aussi dupliquée dans le secteur de la finance, puisque les investisseurs aujourd'hui ont une grammaire commune de ce que c'est une entreprise plus ou moins durable, notamment d'un point de vue environnemental, ce qu'on appelle la taxonomie. Et les investisseurs sont contraints de communiquer la part de leur investissement qui sont durables ou non. Et donc, pour que ces investisseurs puissent justifier du niveau de verdure ou de la qualité de leur portefeuille, ils doivent collecter des informations auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc on voit bien qu'au-delà de la nécessité d'agir, il y a une contrainte réglementaire qui s'impose aux entreprises, quelle que soit leur taille, y compris des startups qui sont plutôt jeunes et qui ont besoin de lever quelques millions. Il y a des critères qu'on appelle ESG, qu'elles doivent commencer à collecter et qui doivent démontrer quelle est la valeur de la performance extra-financière. Pour ceux qui travaillent avec des États, et je crois que dans le spatial, il y a encore les États et les marchés publics qui ont un grand rôle à jouer. En France, notamment, il y a l'obligation pour l'appel d'offres public d'avoir des critères environnementaux pour évaluer les réponses aux appels d'offres. C'est quelque chose qui est en train de se dupliquer au niveau européen. Et donc aussi, au-delà des investisseurs privés ou des partenaires privés qui vont demander aux plus petits de rendre des comptes sur la performance extra-financière, les États, dans le cas d'appel d'offres publics, vous demandent de démontrer un certain nombre de choses sur les aspects de performance extra-financière et notamment de la performance environnementale des entreprises. Cette accélération, on va dire, du contexte réglementaire qui s'impose aux entreprises se traduit notamment pour les startups sur j'ai partagé les conclusions d'une étude de la station F l'année dernière où on voit que 79% des startup growth travaillent sur une stratégie de durabilité et en voient les bénéfices. Donc ce phénomène de start-up qui intègre ces sujets-là parce qu'il y a des jeunes dirigeants qui sont convaincus, mais parce que s'ils voient que c'est une plus-value business, s'accélère. Cette étude, elle concernait un peu plus de 200 start-up, quel que soit leur secteur, et donc il n'y avait pas forcément que des gens du spatial, mais on voit qu'il y a un mouvement au plus tôt dans la création d'entreprises, dans la volonté d'intégrer ces dimensions-là dans leur stratégie d'entreprise. Au niveau du spatial, ce qu'on peut voir, et c'est ce qui est illustré par la citation que vous avez en haut à droite, c'est un sujet qui paraît plutôt récent, ou en tout cas que le secteur commence tout juste à s'approprier. Et cette citation vient de l'IAC de 2022 qui dit oui, on voit qu'il y a quand même une montée des exigences. Il faut qu'on soit capable d'évaluer, de mesurer le véritable coût, les risques de notre activité en tant qu'acteur du spatial et du New Space. Je parle de contraintes, mais il faut surtout parler d'opportunités. Alors, et bien sûr, quand on fait ça, quand on mesure sa performance extra-financière, on contribue à un effort collectif. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a des aspects business qui sont très importants et qui sont une véritable plus-value pour les entreprises. Premier point, c'est la résilience du modèle économique. Quand on parle de développement durable, on ne parle pas que de remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre ou d'empêcher ses collaborateurs de prendre l'avion. On travaille sur la chaîne de valeur, sur l'identification des matières. Est-ce que ces matières qui vont être de plus en plus coûteuses, de plus en plus éloignées, difficiles à extraire? Où est-ce que sont nos fournisseurs? Est-ce que nos fournisseurs sont dans des zones de plus en plus arides et ils ont besoin d'eau typiquement pour produire leurs composants électroniques? Donc dans cette démarche de durabilité, on va travailler sur cette analyse de la chaîne de valeur, des risques, et donc une meilleure maîtrise des risques sera permise grâce à cette démarche de durabilité. Quand on voit qu'il y a des contraintes qui s'imposent de plus en plus à nous, notamment, je reviens toujours au sujet de la disponibilité des matières et la nécessité de recycler des matières qui seront de plus en plus demandées, notamment dans le cadre de la transition énergétique et la multiplication des énergies renouvelables qui vont demander d'utiliser de plus en plus de matériaux et de métaux. On va travailler sur la circularité, sur des matières alternatives. Et donc ça, c'est des sujets qui permettent de développer pas mal d'innovations, de travailler plus en circuit court et aussi parfois, même souvent, de limiter ses coûts, puisque quand on utilise moins de matières, on réduit aussi les coûts qui sont associés. Donc c'est un cercle vertueux de résilience business model, innovation, capacité aussi de se différencier sur son marché, parce qu'en plus, quand on est dans une démarche de durabilité, on est dans une démarche de transparence et de mesure et de démonstration. On n'est pas dans de la communication.
Tout ça permet quoi aussi? D'engager des collaborateurs. On voit bien au vu du public qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans le New Space. Ce sont des sujets qui sont très fédérateurs, ce sont des gens qui sont très intéressés et qui veulent être dans la démonstration et dans la capacité de faire des choses qui sont concrètes et pas de la communication. Et sachant que tous ces éléments-là rejoignent un point qui est, je pense, important pour la plupart des acteurs du New Space qui sont récents, ça va contribuer à améliorer la valeur économique de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on gère mieux ses risques, parce qu'on garde ses collaborateurs, parce qu'on maîtrise sa chaîne de valeur. Et donc, on voit que c'est un facteur qui a un avantage économique démontré. Et pour montrer aussi que ce sujet de l'ESG, la durabilité, est un sujet montant dans le contexte de l'entreprise et du business, l'année dernière, dans le monde, 50% des deals M&A ne se sont pas faits pour des raisons liées à l'ESG. Alors, vous allez me dire, c'est des statistiques, c'est toujours challengeable, même si c'est que 30%. C'est beaucoup et aujourd'hui, les investisseurs regardent non seulement l'offre, le produit que proposent les entreprises, mais aussi la manière de le faire. Il ne s'agit pas juste d'offrir des solutions, il s'agit aussi de montrer qu'on travaille sur la mesure de l'impact extra-financier, notamment d'un point de vue environnemental, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille des entreprises, chacun doit se mobiliser et en plus, c'est une obligation réglementaire directe ou indirecte qui s'applique à eux. Pour conclure, donc on voit que dans le New Space, il y a le sujet environnemental qui commence effectivement à accélérer, mais quand on parle de durabilité, on parle d'intégrer une mesure de performance extra-financière qui s'applique à tous les métiers. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire 3 initiatives à droite, c'est vraiment une approche très transversale et globale. Que cette approche transversale de la mesure, au-delà de la performance économique, c'est une license to operate aujourd'hui, et ça permet, quand on avance, d'avoir un avantage compétitif, encore une fois, quand on est dans la mesure et dans le concret. Qu'aujourd'hui, dans le spatial, on a des enjeux de croissance volumique avec un potentiel énorme en termes d'application dont on a besoin. En revanche, cette croissance doit être mesurée. On doit en apprécier aussi les impacts. Aujourd'hui, la filière n'a pas encore de référentiel commun justement pour mesurer ces impacts. On voit aussi typiquement que sur le sujet de la décarbonation, le spatial ne s'est pas encore positionné sur une trajectoire de l'industrie sur ces sujets-là. Donc la filière a son rôle à jouer. Et même si on voit qu'il y a cette contrainte quelque part qui s'impose progressivement sur les entreprises, il faut regarder toujours en tête que cette durabilité, elle permet plutôt de générer des opportunités, de pérenniser l'entreprise dans le temps, de la sécuriser et de gérer ses risques, voire d'identifier des opportunités. Voilà, je vous remercie. Merci Erika pour traiter ce sujet du développement durable qui doit être au cœur de toutes les préoccupations des entreprises et qui est bien sûr au cœur des préoccupations de Dassault Systèmes. J'en profite pour introduire mon collègue Boris qui, vous allez le voir, est très calé dans le domaine de la simulation et qui porte chez nous un projet qui est vraiment dans mon cœur, qui est le jumeau numérique de la Terre. C'est une ambition qui est portée non seulement par Dassault Systèmes, mais également par Airbus, que je remercie. Merci David. Bonjour. Donc, effectivement, je suis là aujourd'hui pour parler du jumeau numérique de la Terre. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre de France 2030. Et on s'est donné 2 ans pour développer des services clés en main de simulation pour tout type de client, qu'ils soient publics ou privés. Donc, donc on a réuni 2 acteurs majeurs, chacun dans leur domaine, Airbus dans l'imagerie satellitaire et Dassault Systèmes dans la simulation. Donc, comment ça marche? Donc, tout part de la constellation de satellites d'Airbus, aujourd'hui en orbite autour de la Terre, qui photographie la Terre et qui upload sur le cloud leurs images et leur observation de la Terre. Donc, toutes ces données sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir de ces images, Airbus va nous faire une reconstruction 3D de parties de la Terre et proposer différents produits qui vont être support à nos simulations. Donc il y a 4 étapes. La première étape, c'est une reconstruction 3D à partir des images acquises ou qui sont aujourd'hui présentes dans la base de données Airbus. Ils vont faire une reconstruction 3D pour nous fournir un modèle de simulation.
Et dans le cadre du projet JVT, ils développent des produits de plus en plus raffinés qu'ils appellent LOD 1 et LOD 2. Donc, comment ces produits sont réalisés? Donc, à partir des clichés, ils ont développé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui va venir isoler les empreintes des bâtiments. Donc là, on a un exemple sur Copenhague, une urbanisation assez peu dense. Et on voit que l'algorithme a bien venu capturer tous les bâtiments présents. Un autre exemple sur Aden, où là, les constructions est beaucoup plus dense et l'algorithme est aussi bien venu récupérer les empreintes des bâtiments. Et une autre application qui est aussi ce qu'ils appellent le land cover. Donc ici sur New York, l'algorithme vient détecter les différents objets. Donc on voit qu'il est venu détecter les bâtiments, l'eau, les routes, l'utilisation, la végétation, que ce soit la végétation basse ou végétation haute, afin de pouvoir séparer tous ces différents éléments pour que nous, derrière, dans nos simulations, notamment dans la simulation thermique, on va pouvoir venir différencier, appliquer des conditions limites différentes à tous ces différents items. L'intérêt de ces repérages, de ces différents éléments, c'est que derrière, dans les produits qu'ils vont pouvoir générer, on va pouvoir venir séparer ces différents éléments. Donc, séparer le terrain des bâtiments, de la végétation, des routes, des cours d'eau, pour la précision de nos calculs derrière. Donc, on a ici une application LOD 1, donc qui est une première avancée par rapport à la reconstruction 3D automatique qu'il génère. Une application sur Paris, donc là on repère la Seine et les différents bâtiments. Donc dans cette application, les bâtiments, les empreintes qui ont été récupérées, détectées par l'intelligence artificielle sont juste extrudées à une hauteur moyenne. Donc là, c'est une première avancée, mais on a des toits plans. Un raffinement de ce modèle, ce qu'ils appellent le LOD 2, où là ils sont en train, donc là c'est en cours, ils vont venir récupérer les pans des toits. Donc ça peut être assez intéressant pour nous en fonction des applications des simulations qu'on va venir effectuer derrière, d'avoir des bâtiments plus ou moins raffinés et avoir les pentes des toits. Donc ça c'était la partie Airbus. Là on a une animation qui fait un peu le lien entre Airbus qui génère les modèles et Dassault Systèmes qui va venir faire des simulations à partir de ces modèles. On a une application sur la ville de Sydney. Donc là on voit un peu la reconstruction, c'est une reconstruction 3D automatique, donc ce n'est pas un LOD 1 ou LOD 2 qui est raffiné et qui a été texturé. Donc on voit qu'on a tous les détails quand même de la ville. Et nous, par derrière, on est venu faire une simulation de dispersion de polluants avec 2 scénarios de vent différents. Donc un vent de 35 km/h qui attaque la ville par le nord-est. Et là, vous avez la source de polluants. Et un deuxième scénario où on a venu changer la direction du vent, on fait des vents croisés, et on a une source de polluants qui est sur une bretelle d'autoroute qui fait face au centre-ville. Là, on montre des sorties typiques de simulation. Donc là, vous avez une prédiction de la vitesse dans la ville en 3D, et là, sur un plan à hauteur d'homme. Donc le code couleur, c'est que quand c'est rouge, on est en haute vitesse, c'est bleu et basse vitesse. Et là, on vient faire émettre, à partir de ce champ, on vient disperser le polluant à partir de la source. Donc là, le même type de sortie 3D, sortie 1D, où on vient voir la concentration en polluant issu de cette source. Donc ça, c'était pour la configuration numéro 1. Et là, on est venu passer à la configuration numéro 2, où on voit donc tous les effets de sillage dans le centre-ville. Et on vient redonner nos mêmes sorties, donc la dispersion, la propagation du polluant dans le centre-ville à partir de cette source poussée par le vent, donc en 2D et en 3D avec le panache de polluants. Donc là, l'idée, bon, c'est pas mis dans cette vidéo, mais l'idée c'est pour aider par exemple à l'implémentation d'écoles, d'hôpitaux, de voir quelles seraient les zones par exemple propices à l'installation, et c'est des zones peu enclins à recevoir de la pollution.
Donc ça, c'était un exemple de simulation. On disait qu'on veut développer tout un portfolio de services clés en main. Mais on a d'autres applications, que ce soit en haut à gauche, par exemple, des applications thermiques. On va venir repérer des puits de chaleur. Là, on a par exemple l'exemple de la vieille ville de Saint-Malo. On a d'autres exemples de dispersion de polluants. La ville d'Hambourg, je vais y revenir dans les slides suivantes. Mais on a aussi toutes des problématiques, on peut attaquer des problématiques de community noise, donc acoustique. Si on vient implémenter un nouvel aéroport, on peut venir caractériser l'empreinte acoustique au sol due aux avions. Et on peut venir aussi, en bas au centre, venir aider les industriels à éprouver, démontrer les performances ou de leurs produits dans leurs conditions d'opération réelle. Là, on a un exemple d'un drone qui a été mis dans une ville et voir à quel point l'écoulement au sein de la ville impacte sur les performances du drone qui, lui, est développé en soufflerie, donc dans des conditions idéales. Jusqu'à présent, on vous a montré de belles images, mais il faut savoir que derrière, on a aussi un aspect scientifique, un esprit scientifique, et on est venu valider, corréler notre modèle en répliquant une expérimentation qui a été faite conduite sur la ville de Hambourg, où deux expérimentations ont été faites dans la ville, dans la vraie ville. Ils sont venus relâcher un gaz neutre sur un bateau sur la rivière de l'Elbe. Et ils ont répliqué aussi cette expérimentation en soufflerie. Donc c'est l'image en haut à droite. Et nous, on est venu répliquer ces expérimentations en simulation en se basant sur un modèle fourni par Airbus. Donc là c'est une planche rapidement pour vous montrer l'état de la corrélation. Donc à gauche, on avait, en partant avec notre setup de base, on vient repérer les concentrations mesurées dans l'expérimentation en abscisse aux concentrations prédites par la simulation en ordonnée. Et on voit qu'on est venu travailler sur la méthodologie de setup et la résolution de nos calculs afin de se rapprocher de la prédiction de 1 pour 1 pour les différents capteurs. Donc ça, c'était un exemple de validation sur un cas réel et un cas concret. Donc en conclusion, c'était une slide de conclusion qui dit qu'on a démontré notre application, on a validé par l'exemple d'Hambourg nos simulations et on continue d'étendre notre portfolio de services de simulation. Et on a jusqu'à la fin de l'année pour étendre ce portfolio de services. Voilà, c'était ma dernière slide. Merci.